Eh bien, bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce livre-journal de résistance française. Eh ben oui, ma chère Virginie, ça a été un peu compliqué. En tout cas, c'était un plaisir. C'est un plaisir de retrouver Virginie Nini Vlam. Nini Vlam, YouTube. Ça, c'est parce que justement, si on la retrouve pas tous les jours, ou en tout cas pas tous les samedis, comme on était habitué à une époque. Et d'ailleurs, pas depuis le livre-journal des géopolitiques profondes. Il faut se rappeler quand même l'aventure, la saga que fut le livre-journal de la gastronomie et du bien-être. On en a vécu et on a envie des choses sur Radio Courtoisie. C'est tout l'attrait d'une radio qui... même si elle est évidemment très professionnelle, même si nous faisons absolument tout pour être dans des séquences bien précises, avec des invités, être en direct le plus souvent possible, et c'est le cas encore ce soir, et ben, il y a aussi cet aspect associatif qui fait qu'on se fait plaisir, qu'on découvre, qu'on s'améliore, qu'on change tout petit à petit, et qu'on apprend, et d'ailleurs que les patrons d'émission, ils sont là aussi pour apprendre, puisque justement en tant que bénévole, j'ai beaucoup appris au fil de ces années, que ce soit avec des patrons d'émissions avec lesquels j'ai collaboré, des chroniqueurs avec qui j'ai travaillé, des personnalités que j'ai depuis des années et des années interviewées. Ce sera à nouveau le cas ce soir. On aura une très belle émission, comme vient de le dire Virginie, que je remercie évidemment pour cette réalisation. Et bien entre 18h et 21h sur le chaos, un chaos intégral, un chaos général. Moi, je veux bien qu'on m'y oppose tout un ordre qui serait l'ordre après le chaos. Ok, mais très bien, entendu. Je ne devrais pas dire ok. J'ai déjà, et j'avais placé pourtant mes cochons, ils sont prêts. Je n'ai pas encore mes invités. Faute d'un match de football, de balle au pied justement, où une équipe qui se prétend française au financement qatari, qui est le PSG, joue contre une équipe britannique, une équipe anglaise, Aston Villa. Et pourtant, on va s'éviter les anglicismes, ce qui ne veut pas dire les termes en anglais, mais au moins les anglicismes. Il est vrai que nous aurions aimé, puisque nous sommes en direct, que l'on nous avertisse, bon sang de bonsoir, sur le fait qu'il y avait un match de balle au pied ce soir et qu'on ait pu, à ce moment-là, avertir l'ensemble de nos invités. Donc, ils vont arriver en ordre dispersé. Vous allez me dire, pour ceux qui sont en distanciel, ça va être plus surprenant, puisque justement, normalement, les ondes ne sont guère perturbées par les matchs. Voilà François qui arrive déjà le premier, ça tombe bien parce qu'on va l'avoir pendant 3 heures, donc écoutez, il peut même il peut rester là s'il veut. Oui, c'est très très bien. Et puis on aura donc François Martin. Évidemment, on va faire de la géopolitique, de la géoéconomie. J'ai remercié pour l'instant uniquement Virginie à la technique, mais que devrais-je dire de Marie-Hélène, évidemment, qui est au standard, qui va recevoir vos appels téléphoniques au standard, mais aussi vos courriels électroniques, vos remarques, vos observations, vos questions. Surtout, on a 3 heures, c'est pas comme 1h30 tous les samedis, donc on va avoir un peu plus de temps pour échanger, pour discuter. C'était un peu le contrat que j'avais proposé à nos invités. Invités de plateau, ce sera bien évidemment François Martin. Je sais que vous l'appréciez spécialement dans ses émissions, et puis il va arriver très rapidement, il est à quelques centaines de mètres à pied, Finandren, c'est-à-dire le Finandren, c'est un analyse politique aussi que nous utilisons beaucoup, il faut bien le dire, permanent, des matinales de géopolitique profonde, et qui sera présent avec nous très vite. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait par hasard. Je me suis dit, tiens, je vais avoir François Martin, je vais avoir le général de Lavarde. Il faut que j'arrive à mettre un peu de poil à gratter des gens qui ne sont pas nécessairement totalement en accord avec ceux qui sont invités par ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y aura Charles Sana, aussi en seconde partie, à partir de 19h30. Et je pense que les échanges vont vraiment valoir la peine. Donc n'hésitez pas, c'est une belle émission. Je vois que le général de Lavarde serait déjà plus ou moins avec nous. Je ne sais pas, Virginie, si c'est le cas. Est-ce que le général de Lavarde est là ? Les implications sur les entreprises. Là, c'est autre chose, là, ce que j'entends. Bon, on va juste prendre le temps de régler. Et pourtant, normalement, il est toujours en avance. Mais là, on ne peut pas être en avance puisque c'est le début de l'émission. Donc, le général de Lavarde que nous aurons, général de Lavarde, Dominique de Lavarde,
sur les aspects géopolitiques. La première partie sera plutôt géopolitique, la deuxième partie plutôt géoéconomique. On va d'abord traiter de tout ce qui fait le chaos au niveau européen, mondial, que ce soit avec... et où évidemment, comme dans la seconde partie d'ailleurs de cette émission, où nous traiterons plutôt d'économie, de crash, et bien dans les deux cas, c'est Donald Trump qui va être un peu au cœur de notre questionnement, évidemment. Et ils vont pas être nécessairement d'accord, et c'est ça qui est intéressant sur ce sujet. On aura d'un côté François Martin, général de Lavarde, et puis on aura aussi Finn Andren, qui lui va peut-être avoir un certain nombre de remarques à faire, en disant finalement les choses ne vont pas peut-être aussi bien dans ce monde tel que ce que l'on avait imaginé, souhaité. En tout cas, nous sommes dans un univers qui change à toute vitesse. Est-ce que la France... Ah voilà, le général de Lavarde, je le vois, il est en plus bien bronzé puisqu'il revient de vacances. Il a le droit après tout, il a servi la France pendant plus de 40 ans, il a été ensuite seconde section, et je pense, soit il l'est encore, soit il est maintenant jeune retraité, c'est à 67 ans, je crois qu'on le devient, ou quelque chose comme ça. Eh bien, on va tout de suite saluer nos invités et commencer, parce que c'est la priorité du plateau, par saluer celui qui, François Martin, est à la fois le cofondateur du club, du club Le Teria, qui je crois d'ailleurs, il pourra peut-être nous en dire quelques mots, fait prochainement avec Aram Mardi-Rossian, un dîner-débat. Et puis le nouveau conservateur, dont il est presque co-fondateur, ou il est cofondateur avec Paul-Marie Couteau, deux ouvrages maîtres de François Martin, que sont évidemment l'Ukraine, un basculement du monde, et le temps des fractures. Il a le goût et le sens de la formule. François Martin, bonjour François. Bonjour mon cher ami. J'ai passé les hordes de supporters parce que je connaissais le truc. Voilà. Il faut aller dans un restaurant et chez un voiturier connu et lui laisser la voiture parce que sinon tu peux tourner 2 heures. C'est ça. Et là, le stress monte très vite. Ça, je veux bien le croire. Quand il y a à 18h une émission qui commence en direct, c'est évident. Donc, en tout cas, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, on est vraiment très heureux de vous avoir, François Martin, pendant ces 3 heures d'émission. Et très heureux d'essayer de donner quelques lueurs au fond des innombrables tunnels qui sont ceux d'aujourd'hui où on voit que la guerre au bout et c'est difficile d'essayer de deviner s'il y a des chemins possibles, et il y en a. Donc, donner un peu d'espoir aux spectateurs tout en étant réaliste, je pense que c'est notre mission et c'est important. Et je sais que Dominique de Lavarde, je ne sais pas si on dit de Lavarde ou de Lavarde d'ailleurs. On lui demande, c'est de Lavarde, alors que je dis toujours moi de Lavarde. Oui. Voilà, c'est ça, je pense qu'il est d'accord avec moi. Le général Dominique de Lavarde, que nous saluons, qui est en distanciel, qui n'a pas eu à subir, lui, les affres du boulevard Murat de la balle au pied du Parc des Princes. C'est normal, c'est un roi que nous avons. En tout cas, c'est un roi de l'Internet, c'est un roi des réseaux sociaux, le général de Lavarde, et ça fait un certain temps que ça dure. On lui a trouvé plein de surnoms. Le général qui mais c'est le général de Lavarde, évidemment. C'est une personnalité qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il m'a fait piquer encore ce matin, dans la matinale, un fou rire absolu. Il s'agissait des dégâts sanitaires que les Américains pouvaient rencontrer. Et donc, nous sommes très heureux de l'avoir, parce que nous l'avons de l'avoir et de l'avoir sur Radio Courtoisie. Et donc, on est... très heureux vraiment de vous avoir, mon général, parmi nous. Bonjour. Bonjour à vous, et je suis très content aussi d'être là, surtout avec mon ami François Martin, dont je partage à peu près à 99,99% toutes les analyses. C'est ça. On est exactement sur la même longueur d'onde. Ce qu'il dit, c'est ce que je pourrais dire. Et ce que je dis, c'est également ce qu'il dit, quoi. Donc, on est en symbiose.
Exactement. Et pourtant, on va faire en sorte que les choses ne ronronnent pas plus que ça. Donc on aura, il vient de m'envoyer un message, puisque vraiment on est dans du direct pur, Finandren, dans 5 minutes, donc vers 15. Mais néanmoins, vous allez pouvoir tout de suite déjà, l'un et l'autre, planter le décor. On est plutôt sur de la géopolitique, géostratégie. On sera plutôt sur de l'économie en deuxième partie. Mais je crois d'ailleurs, mon général, vous m'avez alerté sur le fait qu'il vous faudrait de toute façon quitter l'émission vers 19h30. Oui, c'est ça, oui. Eh ben, c'est pas grave. C'est ça. Bon, mais de toute manière, François Martin est là, donc pas de souci. Eh ben justement, Merci. on va peut-être, on va complètement révolutionner ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire normalement c'est la priorité au plateau, on laisse François Martin donner les éléments principaux de ce qui va se développer. Moi j'aimerais avoir un général dans ce temps de chaos qui est temps de guerre, nous parler un peu de cette guerre permanente qui surgit de tous les endroits de la planète, sur tous les continents. Qui n'a de cesse, alors qu'on a envie de simplifier en disant, voilà, s'il y a une ou deux causes uniques. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais que néanmoins, il y a des fondamentaux qui permettent d'expliquer pourquoi le monde est en guerre aujourd'hui. Et là, j'aimerais avoir déjà, pour l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie, mon général, votre introduction sur ce sujet. Moi, mon introduction sur le sujet, tous les chaos qui naissent sur la planète sont liés au même, c'est-à-dire au néoconservatisme, d'une part, qui est né aux États-Unis à la fin des années 60. Dans la communauté juive de New York, le néoconservatisme est né avec un petit groupe d'idéologues, Kristol Podhoretz en particulier, qui sont les deux premiers idéologues et qui ont été suivis par beaucoup d'autres, Kagan, Elliot Abrams, Wolfowitz, etc. Ce sont eux qui ont semé à peu près toutes les guerres, les grandes guerres qu'on a connues sur la planète, et en particulier, bien sûr, toutes les guerres de l'Amérique, puisque l'Amérique est derrière tout ça. C'est l'Amérique néoconservatrice. Et aujourd'hui, on constate que ce mouvement néoconservateur a fini par essaimer en Europe. L'Europe a aujourd'hui les derniers vraiment néoconservateurs, on va dire, puisque les néoconservateurs aux États-Unis sont un peu bousculés par Trump, par tout ce que Trump peut faire. Et donc aujourd'hui, c'est l'Europe qui a pris le relais avec une brochette de young leaders néoconservateurs, que peuvent être Starmer, avant lui Sunak, mais maintenant Starmer, Scholz et Merz des deux côtés. Ils sont de la même engeance. Madame van der Leyen, je n'en parle pas, bien sûr, et puis en France, Macron et tout son entourage. Son entourage, je veux parler bien sûr du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires européennes aussi, qui est un néocon pur et dur, et puis il en a eu d'autres avant. Donc voilà, tous ces gens-là sont des bellicistes, sont des gens qui sont là pour semer le chaos sur la planète, un chaos qu'ils estiment pouvoir être constructif, c'est-à-dire on détruit tout, et après on essaye de rebâtir dessus, on rebâtit quelque chose à sa convenance. C'est le néoconservatisme. Et la convenance des néoconservateurs, c'est bien sûr l'hégémonie mondiale sur la planète pour un petit nombre, une oligarchie financière que l'on trouve bien sûr, qui est partie au début des États-Unis et qui a essaimé un peu partout sur la planète. Donc le néoconservatisme, pour moi, c'est l'idéologie belliciste qui a introduit la guerre un peu partout sur la planète et qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne fait pas la paix en Ukraine et si on n'a pas pu la faire d'emblée, alors que Zelensky y était prêt dans les tout premiers jours de la guerre, c'est parce que les néocons anglo-saxons ont mis la pression sur Zelensky pour qu'il refuse la paix.
Et puis c'est un peu pareil pour le conflit au Proche-Orient, hein. Ce sont également les néocons qui sont derrière. Alors cette fois-ci, ce sont les mêmes qui soutiennent le génocide à Gaza, hein, un peu partout sur la planète. On le voit. Hmm. Voilà. Bah, avant maintenant que d'ailleurs Finandren est arrivé, d'abord de donner la parole à François Martin, qui, comme il est d'accord avec vous, dites-vous à 99,99%, va devoir ajouter et non contredire. C'est ça. Elle est arrivée quand même, cette engeance, de cette idéologie néoconservatrice? Parce que vous dites c'est la guerre. Bon, ça pas la guerre de 100 ans. Les néoconservateurs, ils sont pas pour grand-chose, si vous me permettez cette insolence. C'est-à-dire depuis quand est-ce qu'ils sont faiseurs et créateurs de guerre et de conflits et de chaos, ces néoconservateurs? Alors c'est pour Jean-François Martin, je pense, non? Non, mais Non, pour non, vous. Non, la Non, question, elle est c'est pour moi. vous. Elle est pour vous, mon général. Le Et après, François Martin. néoconservatisme est né à la fin des années 60, hein, je l'ai dit, hein, sous un président des États-Unis qui était un Sayan, hein, qui s'appelait Lyndon Baines Johnson, et qui était, par sa mère, qui appartenait à la communauté juive, à la communauté juive, hein. Sa mère s'appelait Rebecca Baines. Elle était descendante d'une immigration juive allemande qui s'est installée aux États-Unis. Donc, les premières guerres ont démarré avec les guerres d'Israël, évidemment, hein, la guerre de 67 en particulier, Oui. qui s'est passée sous la présidence Johnson. Ça a été la première, hein, qui a permis à Israël de tripler la surface qui lui avait été attribuée par l'ONU au moment du partage et de la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, cette première guerre de 67 a été la première, et à partir de ce moment-là, euh, les États-Unis sont devenus, plus que jamais, sous la présidence de Johnson, un soutien inconditionnel d'Israël. Et petit à petit, le système qui a été mis en place, imaginé par Ben Gourion au début, mais mis en place aux États-Unis, le système des Sayanim, hein, qui a essaimé également aux États-Unis, a permis à l'État d'Israël, on va le dire, à la gouvernance israélienne de prendre peu à peu le contrôle, et au lobby pro-Israël de prendre le contrôle de la politique étrangère des États-Unis. La politique étrangère des États-Unis est passée sous contrôle progressivement des néocons, hein, c'est-à-dire des lobbies pro-Israël, on va le dire, hein. C'est le professeur John Mearsheimer qui a fait avec Walt, un co-écrivain, qui a écrit un best-seller mondial, hein, qui a été édité par millions d'exemplaires, hein, Le lobby pro-Israël et la politique étrangère américaine. En fait, il aurait pu dire le lobby néoconservateur israélien, hein, pro-Israël, hein, l'AIPAC, est néoconservatrice. Hein. L'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee. Donc on peut dire que ça a démarré à la fin des années 60, oui, à la fin des années 60, hein, la guerre de 67 étant la première. Et après, bien sûr, il y a eu toutes les guerres, hein. Alors les guerres d'extension euh, d'extension de l'OTAN à l'Est. L'OTAN est également un outil aux mains des néoconservateurs américains, hein, qui publie tous les 10 ans, qui réajuste son concept stratégique et qui se désigne des ennemis, hein. Les deux ennemis désignés par écrit, hein, dans le dernier concept stratégique de l'OTAN, qui date de, si ma mémoire est bonne, d'avril 2022, hein, sont, je vous le laisse deviner, la Russie et la Chine. Hein. Russie et Chine sont déjà désignés comme adversaires principaux dans la doctrine, le concept stratégique de l'OTAN, qui est la mise en œuvre du traité de l'Atlantique Nord pour les 10 prochaines années. Donc on voit bien que l'OTAN, outil des néoconservateurs, est passé d'un outil défensif jusqu'aux années 90 et s'est transformé en outil offensif impitoyable à partir du début des années 90.
de la chute de l'Union soviétique, hein, à partir du moment où il n'y a plus d'adversaire en face, l'OTAN est devenue belliciste. Et les bombes de l'OTAN ont commencé à pleuvoir sur la planète entière, hein. Pas seulement dans l'Atlantique Nord. Normalement, l'OTAN, c'est un traité qui concernait principalement une zone géographique qui était l'Atlantique Nord. Mais à partir de la chute de l'Union soviétique, on a vu se multiplier les conflits bien au-delà de l'Atlantique Nord, avec participation active de l'OTAN. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs des tentatives de l'OTAN d'aller mettre son nez dans les affaires, d'Asie de l'Est, hein, c'est-à-dire dans les affaires de Taïwan, du Japon, etc., quoi. Donc l'OTAN a élargi en permanence son spectre d'intérêt, hein, et s'est projeté un peu partout, hein, et a commencé à s'intéresser au sud de la Méditerranée, hein. On l'a vu en Libye, et puis bien au-delà de l'Atlantique Nord, en Afghanistan par exemple, hein, on a vu l'OTAN pointer le bout de son nez en Afghanistan, ce qui n'est pas tout à fait l'Atlantique Nord, et puis on l'a vu s'étendre progressivement, hein, déplacer ses bases et ses fusées toujours vers l'Est, au point au point qu'on en est arrivé à un blocage de la Russie, hein, en Ukraine, hein. La Russie a vu venir l'OTAN depuis très longtemps, hein. Les personnels politiques russes sont des gens qui sont en place depuis un quart de siècle et plus, hein, pour Poutine, hein, au premier plan, au sommet de l'État russe. On voit toute une équipe aussi de gens, de vieux briscards, hein, comme Lavrov, hein, qui lui aussi est aux affaires depuis très très longtemps, hein, et c'est une diplomatie à la fois brillante, mais surtout qui a comme qualité d'avoir une grande longévité, et donc qui a perçu tout ce qui se passait, hein, depuis le bombardement de Belgrade en particulier. En 99. Qui s'est rendu compte qu'un jour ou l'autre, ce qui était arrivé à l'ex-Yougoslavie finirait par arriver également en Russie, hein. Le démembrement de l'ex-Yougoslavie est une affaire qui a été montée de toutes pièces, hein, quand on étudie cette affaire par le détail, on se rend bien qui était à la manœuvre derrière. Donc les Russes ont réalisé que ça leur pendait au nez, quoi, un jour ou l'autre. Mais ce chaos, il a toujours derrière, comme artisan, les néoconservateurs, hein, le néoconservatisme américain, même si on a vu un peu disparaître après la guerre d'Irak, on les a vus mettre en veilleuse leur expression, mais l'idéologie néoconservatrice est encore ce qui mène l'État profond américain aujourd'hui. Merci, mon général. Bon, après très longue introduction, je vais passer la parole maintenant à François Martin. Mais au moins, les choses sont claires, telles que vous les avez dit. Et vous parlez de lobby israélien, d'AIPAC. François Martin travaille entre autres avec Paul-Marie Couteau sur une revue, sur un club. Au moins, les choses sont claires lorsqu'elles sont dites avec vous. Est-ce que vous avez, François Martin, la même clarté? Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur ceux qui sont à l'origine de ces guerres multiples et de ce chaos? Je suis d'accord avec ça, bien sûr, en rajoutant quelques éléments. Le premier, c'est que, en fait, si véritablement les néoconservateurs commencent à flairer à partir des années 60, je dirais que derrière l'idéologie, il y a toujours, je dirais, la bonne barbaque qu'on va pouvoir manger, c'est ça l'idée. Donc je me souviens, et je consacre un chapitre dans mon dernier livre justement sur les néoconservateurs, la jeunesse, etc. Voilà, dans le dernier, le temps des fractures, oui, tout à fait. Et effectivement, ils ont senti que ça allait tomber en face et que qu'ils allaient avoir derrière, il y avait la maîtrise du monde entier en fait. Donc et ils ont eu la malchance de tomber sur Clinton et sur Bush père, qui étaient plutôt des pragmatiques que des idéologues. Et en fait, ils ont véritablement pris le pouvoir complètement avec Bush fils, qui était dans leurs mains, en fait, en réalité. Mais je dirais que cette philosophie générale qui consiste à considérer
que de toute façon, on est supérieur à tous les autres hommes et que votre mission, c'est de les dominer, celle qui apparaît à travers la doctrine des néocons, qui est la Benevolent Global Hégémonie, je rappelle. L'hégémonie globale bienfaisante. Oui. On vous tue, on vous massacre, on vous bombarde, mais c'est pour votre bien, et c'est nous qui sommes vos chefs et qui vous aimons, on vous tue parce qu'on vous aime. Donc c'est ça. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Je dirais que ce sentiment de supériorité, je pense qu'il existait déjà au moment de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils arrivent au dernier moment et qu'ils imposent leur volonté, on sentait déjà qu'il y avait ça. Et il y a derrière ça une méthode qui est toujours la même, qui consiste à vendre tout ce qu'on peut pour tout casser, et après vendre tout ce qu'on peut pour reconstruire. Et si possible, aux deux belligérants, comme on l'a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisque en fait, on sait que ce sont les Américains qui ont financé, les banques américaines qui ont financé le développement de la filière de transformation du charbon en essence, qui était totalement stratégique pour les Allemands, puisqu'ils n'avaient pas accès au pétrole. C'était leur problème stratégique majeur, était celui-là, et c'est probablement de ça qu'ils sont morts finalement, de manque de profondeur stratégique. Donc il y avait ça, et puis derrière il y a eu le plan Marshall évidemment pour reconstruire. Donc ils ont gagné avant, pendant et après. Donc, et l'autre chose, c'est que je trouve, moi, personnellement, qu'il y a entre le destin d'Israël tel qu'il est envisagé en tout cas par comment ça s'appelle, par la droite, par les sionistes qu'on appelle révisionnistes, hein, et celui qui est considéré par les États-Unis, il y a un parallélisme parfait, parce que dans un des cas, on ne dépose pas le tracé de ses frontières, c'est-à-dire on se donne comment dire, une vision messianique ou une destinée messianique qui est telle que on peut prendre tout jusqu'à l'Euphrate et plus si affinité, parce que le jour où on est à l'Euphrate, pourquoi pas, et millénariste, pour pas continuer. Et de l'autre côté, le système américain, tel qu'il est exprimé par Brzezinski, qui dit effectivement, notre volonté, notre état actuel, c'est la domination de l'Europe, et à partir de là, il faut qu'on domine tout l'Europe centrale, qu'on prenne l'Ukraine, qu'on fasse tomber la Russie, et après qu'on étende notre domination sur le monde entier. Donc il y a un espèce d'hubris qui est basé sur un sentiment de supériorité qu'on retrouve vraiment. Il y a un parallélisme total, je trouve, entre la destinée d'Israël et celle des États-Unis. Alors comme l'un est très grand et l'autre est tout petit, en fait, on pense pas que en fait leur vision des choses est la même, mais ça correspond exactement à ce que tu dis, à savoir que les idéologues qui sont au début de ça sont les mêmes. Et alors, l'Israël est tout petit et l'Amérique est très grande. Parce qu'en effet, on se dit, mais faire dépendre l'ensemble du chaos, comme le dit le général de Lavarde, d'un si petit État, ça prête le flanc à toutes les critiques en disant, mais ça c'est du complotisme, c'est complètement paranoïaque. C'est-à-dire que c'est les mêmes hommes qui sont aux commandes de l'un et commandes de l'autre. Alors, c'est pas parfait non plus, parce qu'on voit bien que Trump, aujourd'hui, est en train de casser la machine d'une certaine façon. Alors, certains disent que c'est purement et simplement comment dire, un sioniste, mais je pense pas que ça soit le cas. C'est pas si clair. Pour moi, il y a, et on va peut-être en reparler un peu plus tard, il y a une vision de Trump, il y a une bagarre aujourd'hui interne et très cachée entre Trump et Netanyahou. Visiblement, Trump n'accepte pas de de se couler dans simplement un rôle de porte-parole d'un lobby qui lui dicte sa conduite. Il déteste ça. Il est bourré de testostérone, c'est un mâle alpha et il aime pas, les mâles alpha n'aiment pas que les autres mâles alpha leur contestent leur domination.
Je pense qu'en dehors du reste, il y a déjà ça. Eh Et ben, alors l'autre... vraiment, on est quand même... vous savez que ça fait une demi-heure que ça dure, et vous avez à peine été deux à vous exprimer. Il y a un troisième larron, et après, j'espère qu'on fera un peu moins de tunnels et qu'on s'exprimera plus librement. J'ai d'autres choses à dire. Oui, mais il va falloir aller 5 minutes maximum. Voilà. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, les Russes avaient vu cette situation depuis très longtemps, puisque dans les articles qu'il a fait paraître juste au début de la guerre, Sergueï Glaziev, qui, comme on le sait, est l'artisan des 5 R, c'est-à-dire de la monnaie commune, dit dans cet article qu'il a écrit un livre qui s'appelait La Troisième Guerre mondiale aura bien lieu et les États-Unis la perdront. Et ce livre, il l'a écrit il y a 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 20 ans, toute la classe politique russe voyait exactement là où on allait y arriver. Et nous, on ne le voyait pas parce qu'on vit sous domination américaine et qu'ils sont mis des œillères. Et l'autre chose, et je m'arrêterai là, c'est que si aujourd'hui c'est si compliqué et si difficile, c'est parce qu'on est véritablement au milieu d'un processus révolutionnaire. Et ce système révolutionnaire est à la fois le fait de l'histoire et le fait d'un certain nombre d'hommes, dont Trump est le chef, qui cherchent véritablement à renverser l'ordre. Et faire un changement d'ordre dans un système révolutionnaire d'une façon ordonnée, c'est véritablement ce qu'il y a de plus difficile au monde. La plupart du temps, il y a des millions de morts quand on fait ça. Donc, si aujourd'hui ça ne se passe pas plus mal que ça se passe aujourd'hui, je dirais que c'est pratiquement miraculeux. Et je veux mettre les choses comme ça parce que les gens disent oulala. Mais non, chers amis, nous avons pour l'instant énormément de chances que ça ne soit pas pire que ce que c'est aujourd'hui, mis à part évidemment ceux qui payent les populations en Ukraine et à Gaza évidemment. Voilà. Merci François Martin. On va attendre les réactions des auditeurs qui tardent à venir. Peut-être ont-ils été déjà bien assommés par tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Il est plus de 18h30. Je suis désolé de vous moquer un peu. Et j'espère qu'après, une fois que chacun aura dit l'essentiel de ses propos, on va faire un peu vivre la parole. Fine Andrène. Par rapport à ce que vous avez entendu, vous êtes arrivé en retard, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, mais vous aviez certainement de bonnes raisons. Donc après ce qu'a dit le général de Lavarde, ce qu'a dit le géopolitologue et journaliste François Martin, vous qui êtes analyste politique, le permanent du mercredi à 7h30 jusqu'à 8h, voire au-delà sur géopolitique profonde des matinales, comment est-ce que vous voyez ce monde, ce chaos, ses origines, ses responsables, ses conséquences? Oui, donc bonsoir. J'ai bien aimé l'intervention du général de Lavert et je suis d'accord avec son analyse. J'ajouterais simplement que pour moi, à l'origine, il y avait des tendances un petit peu indépendantes qui se sont ensuite entrelacées. Il y avait, disons, 3 tendances. La première tendance, on peut appeler ça l'impérialisme américain. L'impérialisme américain, au début, n'était pas, disons, à vocation du mondialisme politique et il était plus nationaliste. C'était quelque chose qui a démarré au début du 19e, réellement. On sait déjà qu'il y avait une volonté d'acquisition de territoire. Par exemple, l'achat de Louisiane. L'achat de Louisiane, par exemple, a été très controversé aux États-Unis à l'époque, parce que selon la Constitution américaine et selon, disons, les pouvoirs qui étaient donnés à la Constitution, au gouvernement fédéral, il n'y avait pas réellement de constitutionnalité à l'achat comme ça de territoire. Donc ça a fait débat. Cela nous paraît peut-être bizarre aujourd'hui, mais il faut se rappeler que les États-Unis, dans sa constitution, étaient très clairement définis. Et à aucun moment, il y avait un droit à l'expansion de la part du gouvernement fédéral. Donc ça a commencé très très tôt. Ensuite, on connaît la guerre de 1812, où les Américains ont déclaré la guerre au Canada, donc aux Britanniques en réalité. Et il y avait, c'est complexe comme guerre, il y avait beaucoup de différentes raisons, mais une des raisons, c'était aussi une volonté américaine de prendre le contrôle du Canada. Donc ça fait écho tout à fait à ce que nous entendons aujourd'hui,
par rapport au 51e État. Ça fait écho à ce que les Américains pensent du Groenland. Et juste pour montrer que ceci n'est pas nouveau. Beaucoup de personnes pensent que Trump est tout à fait nouveau et qu'il exerce une espèce de nouvel impérialisme. C'est des gens qui n'ont pas suivi. Mais en réalité, Poutine l'avait déjà dit, que même le Groenland avait fait objet de nombreuses tractations et d'échanges avec le gouvernement danois, même au XIXe siècle, même après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il ne fait que reprendre une discussion. Il y a une tradition de Trump par rapport à l'impérialisme. Non, parce un des derniers mots employés, c'est le mot jacksonien. Bon, étant donné que tout le monde se copie chez les analystes, des gens qui n'avaient jamais entendu parler du président Jackson, maintenant disent oui, mais ça c'est normal. Je vous l'avais dit, il l'avait jamais dit que Trump était jacksonien. Déjà, ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que réellement un président américain du 19e siècle peut inspirer à ce point un président du 21e siècle? Je ne connais pas suffisamment bien Andrew Jackson pour dire, mais je pense qu'Andrew Jackson c'est déjà bien. C'est quelqu'un qui a quand même pas été particulièrement belliciste. Et donc déjà, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie différence. Parce qu'on voit maintenant un Trump il est quand même assez déchaîné. Mais il n'est pas belliciste. On peut en discuter. J'allais en discuter, un peu de controverse. Je vois déjà le général qui sourit. Parce que déjà, mais pour revenir, parce que je parlais de trois tendances, juste très rapidement. Donc, une tendance, c'était justement cet impérialisme américain qui était à la base nationaliste et expansionniste. Ensuite, nous avons eu le mondialisme politique qui a réellement démarré autour et avant même la Première Guerre mondiale. Et il y avait des aristocrates, souvent des aristocrates, qui pensaient qu'il fallait éviter les guerres et il fallait peut-être éventuellement une grande guerre pour arrêter toutes les guerres. Donc avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où le mondialisme politique a réellement pris son essor. Nous avons eu ensuite des intellectuels comme le comte Calogeri, le premier secrétaire général des Nations Unies, M. Julian Huxley, qui était un réel mondialiste politique qui voyait dans les Nations Unies un instrument, disons, de centralisation du pouvoir, donc exactement comme disait le général. Et ensuite, vous avez le troisième volet, c'est les conservateurs, les néoconservateurs qui sont quand même souvent juifs et souvent très focalisés sur Israël. Et donc, ces trois filons se sont un petit peu entrelacés aujourd'hui, et on a du mal parfois il ne faut pas faire de différence, mais je pense qu'il y a encore chez les politiques des différences. Il y a aux États-Unis les gens qui représentent plus un côté que l'autre de ces trois filons, je dirais. Alors moi, je dis tout de suite dans cette émission, pour qu'on ne me fasse aucun reproche d'antisémitisme, je ne vais pas modérer le mot juif. Comme si on dit vous êtes chrétien, bah oui, mais bon, je suis chrétien, mais on ne peut pas dire que la tendance du pape François me ravit actuellement. Donc on est sur un terme générique, et qu'on est d'accord d'ailleurs que lorsque le général de Lavarde parle d'un certain lobby israélien, il ajoute des analyses qui sont le fait de gens qui appartiennent, et qui d'ailleurs le revendiquent parfois à la communauté juive. Je fais juste donc attention, non mais c'est pour simplifier d'entrée. Tout comme il y a des lobbies aujourd'hui on ne généralise rien, qui sont absolument contre la tendance actuelle. Je savais pas qui parlait. Des lobbies juifs qui sont contre absolument la tendance actuelle. Exactement ça. Et je ne suis pas persuadé aujourd'hui que tous les néoconservateurs, et on y reviendra, compte tenu de ce qui est en train de se passer en Israël et de la tâche d'infamie qui est en train d'être collée par Netanyahou, le dernier massacre là, des voitures, des ambulances qui arrivaient toute lumière allumée avec les phares, etc., qui ont été ni plus ni moins massacrés tous les 15, cachés, retrouvés par le Hamas, et on a eu la chance de retrouver à l'intérieur, alors qu'ils sont tous morts, un téléphone portable qui marchait encore, où quelqu'un a filmé jusqu'à la fin l'assassinat de ces 15, ça fait un tollé dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui de la communauté juive, et qui le disent, on les voit sur les réseaux, pas seulement en France, et qui ne sont pas seulement des pacifistes au sens
pacifistes du terme, qui disent, mais nous, on n'a jamais voulu ça. En fait, c'est Bien pas... sûr. Bien sûr. Et voilà. parmi les journalistes, par exemple, qui critiquent le plus Israël, il y a des personnes que j'admire énormément, comme Max Blumenthal, comme Aaron Maté, des personnes comme ça, qui sont parmi les meilleurs critiques d'Israël, aussi Tout à parce fait. qu'ils ont souvent été en Israël, ils ont Tout à fait. participé à des kibbutz, etc. Donc, Ils sont d'autant plus critiques que justement, eux, ils le sont. Donc ils disent, bien attends, sûr, ce type est en train de nous tuer. Et voilà ce qu'ils c'est pensent. ça, Donc, c'est ça. voilà. Donc c'est ça qui se joue. Hein. Alors, chers amis, avant de rendre la parole au général de Lavarde, 2 remarques d'auditeurs qui me paraissent vraiment tout à fait excellentes. On commence très très bien dans le questionnement de nos auditeurs sur Radio Courtoisie. Vous êtes dans ce libre journal de la résistance française avec François Martin, le géopolitologue journaliste, Fine Andrenne, analyste politique, et le général de Lavarde qui est présent en distanciel et que l'on priorise dans la première partie de l'émission, puisqu'il ne sera pas là à partir de 19h30. Nous recevrons à partir de 19h30 le patron du site Insolentiae, qui n'est autre que Charles Sana, et qui aura une analyse sur la guerre commerciale peut-être assez différente de ce que peut dire et analyser et penser Fine Andrenne. Et là, on aura un débat, à mon avis, qui va valoir le détour homérique. Donc, restez jusqu'à 21h. Cette émission, chers auditeurs, ne fait que commencer. Première question d'une auditrice. Il y a 2 manières de conquérir et asservir une nation. L'une est par la dette, l'autre par l'épée. C'était la citation de John Adams, qui est né en 1735 et décédé en 1826. Cela rejoint ce que disait Edmond Rothschild, décidément ça commence fort, quand il a dit en 1970 « La structure qui doit sauter, c'est la nation ». Numéro 775 de l'expansion. N'était-il pas vrai que les loges maçonniques ont pour devise « Ordo ap chaos » Là, on part sur des standard assez élevé. Je vais vous laisser chacun réagir, mais d'abord je pose la deuxième question. Ne faut-il pas regarder Trump, parce que ce sont des longues questions, qui sont plus des remarques d'ailleurs que des questions, ne faut-il pas regarder Trump de 2 points de vue, du point de vue de la politique intérieure des États-Unis, il tente d'obtenir en quelques mois, écoutez bien, parce que c'était vraiment intéressant cette question, enfin c'est l'ensemble de ces remarques, il tente d'obtenir en quelques mois des résultats difficiles, une réindustrialisation par des méthodes brutales d'isolationnisme, ça, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, en faisant des impasses très risquées sur la dépendance aux ressources extérieures qui ne pourront être compensées rapidement, comme les métaux et terres rares, dont la production est pour le 4/5 chinoise. Il tente aussi un redressement culturel et intellectuel par son action anti-woke. Vous auriez pu faire 10 questions là, cher auditeur. Trump, c'est bien que toute politique de redressement est tout d'abord peu favorable aux élections, que le mi-mandat sont dans moins de 2 ans et qu'une perte de majorité dans une des 2 chambres le paralysera. Du point de vue extérieur, il continue sa guerre commerciale ouverte, pensant son mandat précédent contre la Chine, mais il continue aussi ce qui a été démarré sous Biden, finissant la ruine de l'UE, ce qui privera la Chine et la Russie de leur marché d'exportation afin de déstabiliser leur gouvernement. Enfin, conclusion. Et vraiment, vous ne pourrez pas dire, cher auditeur, que je n'ai pas posé toutes votre questions. Mais là, le sel vaut pour la fin. La guerre en Ukraine doit, majuscule DOIT, continuer, quel que soit le gouvernement américain. Le reste est une comédie à usage interne, voulant montrer aux Américains que leur pays est encore le maître du monde et que le prétendu empire du mal doit être détruit. Je vous laisse le temps d'analyser fine ces questions et je demande au général de Lavarde de réagir. Et ensuite à François Martin. Oui, moi je pense que les 2 questions qui ont été posées sont toutes les 2 très pertinentes et qu'elles elles sont exposées, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont exposées en détail. Oui. Donc moi, si vous voulez, sur Trump, effectivement, Trump prend beaucoup de risques à faire ce qu'il fait. Il le fait effectivement pour ce qu'il croit être l'intérêt de son pays. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est un homme qui n'a pas beaucoup de temps. Il sait que les élections de mi-mandat sont maintenant dans moins de 2 ans, dans 18 mois, on va dire. Et que après ça, il n'est plus certain de disposer des moyens pour faire ce qu'il a à faire. Donc c'est un homme pressé d'agir, et il l'a montré depuis le début de son mandat.
il n'a pas arrêté, quoi. Et tous les jours, on a du nouveau, et tous les jours, on a une explosion de nouvelles arrivant des États-Unis, hein, que ce soit pour les négociations avec la Russie au début, et puis maintenant, bon, ben, c'est la guerre commerciale qui, euh, qui débute. Alors, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Je n'en suis pas sûr, hein. L'avenir nous le dira, hein. Je veux pas faire de prédictions, mais ce que je pense, c'est que euh, Trump prend beaucoup de risques, hein, à s'agiter sur autant de fronts simultanément. Hein. Il a ouvert pratiquement tous les fronts, hein. Le front de la lutte commerciale, c'est pratiquement le monde entier qui est concerné. L'Ukraine, c'est toujours pas terminé, et c'est loin de l'être. Gaza et le Proche et Moyen-Orient, ça ne fait également que commencer. Et puis il y a en deuxième rideau la mer de Chine, hein, qui est encore à venir, hein, les conflits en mer de Chine, et qui démarrent d'ailleurs par un conflit entre la Chine et un conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que les États-Unis seront assez solides et est-ce que Trump sera assez solide pour faire front sur autant de conflits, on va dire, hein? Ça n'est pas sûr, hein. Il a en face de lui des adversaires redoutables. La Chine, par exemple, hein, je l'ai vu ce matin, la Chine a réagi déjà de manière très claire en remettant sur le marché quelques 50 milliards de dollars de T-bonds, de bons américains, de bons du Trésor américain. C'est quelque chose d'énorme, hein, sachant que la Chine, il faut quand même se souvenir que la Chine était autrefois, il y a 5 à 10 ans, le premier détenteur, la première détentrice des dettes américaines. Elle avait 1300 milliards de dollars de dette américaine, la dette américaine étant un produit financier. Et puis, elle s'est aperçue que peut-être elle prenait un peu trop de risques à être en première position, et donc elle a laissé la première position au Japon, et petit à petit, elle a commencé à vendre ses bons, mais de manière progressive, parce qu'elle ne voulait pas déstabiliser, elle ne voulait pas être à l'origine d'une déstabilisation de l'économie mondiale. Et là, alors qu'elle ne détient plus, elle est passée de 1300 milliards à 750 milliards, elle vient de mettre 50 milliards en un jour sur le marché, et elle vient de se débarrasser de 50 milliards de dollars de dette. Oui, c'est un avertissement sérieux. Oui. C'est un message très fort, hein. C'est un message qui dit, bon, n'y allez pas trop vite et trop brutalement, parce que nous aussi, on peut y aller brutalement. Oui. Hein, je pense que le message sera reçu à un moment ou à un autre par Trump, qui est un pragmatique. Et pas que par Musk et les commerciaux, mais aussi par les financiers, d'ailleurs. Là. Oui. Trump saura faire, je pense que Trump saura faire, saura s'adapter au fur et à mesure. Hein. Et je pense que là, il s'est lancé, en termes économiques, il s'est lancé dans une guerre. La brutalité, c'est la mise en situation pour négocier la suite. Il s'est mis en situation de négocier. C'est tout. Et il va négocier. Et d'ici moins d'un mois, on verra que ces tarifs douaniers vont évoluer très très vite. Hein. Mais est-ce qu'il n'est pas allé déjà un peu trop loin? Ça va être un peu le sujet aussi que nous allons aborder, mon général. Est-ce que par ces attaques, il ne va pas générer des anticipations très négatives qui pourraient ensuite provoquer une spirale? Eh bien ça, c'est ce qu'on va demander à nos invités, mais je sais que l'un va vouloir amortir un peu tout cela, c'est François Martin. Et puis nous aurons ensuite Philippe Andren qui dira peut-être différemment. Oui. Donc d'abord François. Je ne partage pas absolument tout ce que tu dis, mon cher Dominique, c'est nouveau. pour une fois. D'abord, sur la question des bons du Trésor américain, on est dans une partie de poker, on est à la fois dans une partie de
une partie d'échecs, une partie de poker. Les deux sont en même temps. Et quand on va plutôt vers la Russie, on a l'impression de voir jouer le joueur d'échecs, et aussi chez les Iraniens. Et quand on va plus vers l'Ouest, on a l'impression de voir la partie de poker. Mais je n'imagine pas une seconde que les Chinois, non plus compte tenu des énormes réserves de dollars qu'ils ont encore, vont se tirer une rafale de Kalachnikov dans les jambes pour faire en sorte que le dollar se casse la figure et qu'ils perdent une bonne partie de leur avoir. Donc je suis d'accord sur le fait que c'est un avertissement, mais je suis persuadé que Trump va le voir aussi comme un avertissement. D'autre part, il y a d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Japon, comme tu l'as montré, trop. La Chine ne peut pas non plus se montrer aujourd'hui comme le leader, je dirais, du pays qui fait couler tous les autres. Ça serait contraire à leur finesse et à leur intelligence. Donc, je dirais, comme tu l'as dit, c'est un signe. Mais si c'est interprété en face par des gens qui savent jouer au poker, ils diront, bon, c'est un signe, mais pour l'instant, c'est rien de plus. C'est pas une déclaration de guerre, je crois qu'on n'y est pas du tout. On est encore dans les préliminaires, là, combien tu mets, combien je mets, tiens, j'ai mis $100, etc. C'est ça qu'on est. Alors, par ailleurs, je pense que Trump... On ne peut dire que Trump en fait beaucoup et qu'il prend des risques que dans la mesure où l'on considère que la situation des États-Unis n'est pas catastrophique et qu'elle ne l'obligeait pas à faire ce qu'il fait. Or, je pense qu'elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Donc, en fait, Trump prend des risques, mais je pense qu'il prend probablement beaucoup moins de risques en prenant ces risques que ce qu'il avait fait s'il aurait été, comme on dit, petit bras, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il a 3 dossiers aujourd'hui qui sont majeurs. Un dossier sur l'Ukraine où il est en train de perdre, et plus ça va, plus il attend, plus il perd, et plus les États-Unis vont apparaître comme le perdant, le loser du monde, et ça c'est gravissime. Donc quand tu fais ça, loser, c'est pas possible. Le perdant. Il y aura un euro, bon, là, oui. Ok, mais perdant, mon cher François. Okay. Mais là, je pouvais pas laisser passer ça. Ne m'interromps pas quand je suis en plein, là, quand même. Il y a quand même des limites. En plein lyrisme en général, j'évite, géopolitique. mais là, non, pas loser. Bon, vas-y François. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Voilà. Et après, on me le reprend aujourd'hui. Voilà. Il ne pouvait pas attendre avant de faire la paix. D'autre part, il est aussi embarqué avec la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui en Palestine. Je rappelle à tout le monde que si aujourd'hui on ne le dit pas en Europe, la situation aux États-Unis, elle est vietnamiste. C'est-à-dire que toute la jeunesse américaine dans les campus, etc., elle est pro-palestinienne. Donc, si aujourd'hui... Si jusqu'à présent, quand c'était Biden a utilisé une tactique qui est très, je dirais, tout à fait hypocrite, consistant à dire on fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut, on envoie Jake Sullivan et son camarade 9 fois, mais on n'y arrive pas parce que Netanyahou ne veut pas, c'est un mensonge total parce qu'on sait que Tsahal et l'armée américaine et les conseillers et les armes et ceux qui les utilisent sont totalement imbriqués. Donc en fait, on a fait porter à Netanyahou la responsabilité, mais je veux dire, grâce à ça, la jeunesse a manifesté son palestinisme, mais n'a pas trop accusé Biden. Mais avec Trump, ils n'hésiteront pas à le faire. Et on a vu ce qui vient de se passer avec Obama qui est sorti du bois en disant « It's up to us to fix all this », c'est-à-dire c'est à nous, citoyens, de mettre tout ça en ordre, que je considère comme un appel à la sédition. Moi, je suis Trump et j'entends ça, j'ai chaud aux fesses en me disant il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais avoir une situation comme le Vietnam contre moi, et là ils n'hésiteront pas. Donc il a ce dossier aussi qui est extrêmement dangereux pour lui. Et le troisième dossier, évidemment, c'est les dettes. Ces dettes immenses et un système qui fait que la Chine aspire la production du monde entier. Donc finalement,
on peut critiquer le style, mais derrière le style, les 3 décisions qu'il a prises, et je regrette, mais pour ceux qui disent qu'il n'a rien fait à Gaza, il a déjà pris un certain nombre de décisions, la principale étant de forcer la main à Netanyahou pour rentrer dans un processus qu'il ne respecte pas, mais théoriquement, il y est, normalement. Donc, je pense que Trump a pris dans les 3 dossiers les 3 bonnes décisions, et il faut le faire vite, puissamment, et quand on veut couper, il faut couper, et c'est ce qu'il fait. Donc, moi, j'approuve. Eh ben voilà, au moins les choses sont dites clairement par François Martin. Il ne faut pas qu'il prenne des si petits risques que ça. Et Finn Andren, alors réagissez au cas par cas et au coup par coup, et ensuite le bobino, les questions des auditeurs, mais là j'aimerais quand même le retour de Finn. J'aimerais reprendre peut-être, il y a énormément de choses à dire évidemment, parce qu'on fait un tour d'horizon ici de 360 degrés. Eh bien oui, mais ça je vous ai alerté, les uns les autres, d'essayer d'être un peu plus concis. Mais déjà par rapport dans la tête de Trump, qu'y a-t-il dans la tête de Trump? Bon, allez, avant de poser les questions, déjà réagir à ce qui a été dit par François Martin. Alors, déjà, Trump, il est clairement pour moi sioniste. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Vous avez vu comment il a rapproché la chaise lorsque M. Netanyahou s'est assis, et ça a été noté par toutes les télés. Ce sont des signes absolument sans appel. Il n'a pas fait la même chose avec Macron, avec personne d'autre. Donc ça, c'est clair. Il le dit. Il ne faut pas oublier que sa famille est sioniste, parce que son beau-fils, donc c'est M. Kouchner, sa fille s'est convertie au judaïsme. Il y a des gens qui disent que, il y a 2 ans, non, c'était en 2021, il y a des gens qui disent que Trump s'est converti au judaïsme aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a sur Internet énormément... il y en a beaucoup de choses sur Internet. Mais ça pourrait ne pas être si étrange, en fait, puisque sa famille est déjà juive, en réalité. Qui à Trump. Non, mais d'accord. Sa fille est juive, et ses petits-enfants sont juifs, son beau-fils est juif, Witkoff, son meilleur ami, est juif. Tout son cercle... vous avez un auditeur qui dit tout à fait l'inverse. Là, les hommes politiques ne savent plus lire le signe des temps. La Chine est dans l'année du serpent, donc qui symboliserait le diable, face aux enfants de Dieu, bon, ça, les baptisés. Monsieur Trump est né d'une mère écossaise, d'un père allemand. Il n'a pas voulu jurer sur la Bible d'Abraham, mais sur celle de sa mère catholique, ce que ses adversaires ont bien compris comme celui qui détruira l'ordre des loges de l'intérieur. Excusez-moi, vous voyez, on peut y lire tout à fait l'inverse. Peut-être. Mais en tout cas, je dis juste qu'il est sioniste, il n'y a aucun doute. Et on voit dans la réaction de Trump par rapport à Israël, vous savez, Israël est complètement dépendante d'une semaine à l'autre des bombes, des missiles, du renseignement, de l'intelligence, des données qui viennent des satellites des États-Unis. Si réellement il voulait empêcher un génocide, Trump pourrait arrêter cela en 1 semaine, tout de suite, en claquant des doigts. C'est fini. C'est fini. Israël est en chute libre, économiquement. On peut répondre à ça. Donc, absolument, il n'y a pas photo. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit, parce qu'il dit beaucoup de choses et son contraire. Il faut regarder ses actions ou son inaction. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est dans une lignée tout à fait traditionnelle américaine. Il faut choisir ses combats lorsqu'on est président. Trump, comme RFK Jr. d'ailleurs, pareil. Ils ont choisi leur combat, mais ce combat n'est sûrement pas d'Israël. Ce combat est l'État profond, le système de santé, la balance commerciale, voilà, la Chine. Il y a d'autres combats. Il est clair et net qu'Israël n'est pas son combat. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs, éventuellement d'attaques contre l'Iran, donc il faut faire très attention. Ça, on va en parler. On va être obligé de faire un bobino et donc de couper. Donc vraiment, la réaction de François Martin à ce que vous venez de dire, un échange très court et le bobino. Oui, je ne partage pas, moi. Je ne partage pas, parce que sinon, il n'aurait pas poussé au cessez-le-feu. Encore en avait-il besoin? Je pense, moi, j'ai dit, et je continue à le penser, que quand il dit « Vive le grand Israël », il dit il fait le coup de Mostaganem. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il faut bien voir que dans ces 3 énormes décisions qu'il a prises, il a des forces très fortes qui sont avec lui, et à mon avis, il a vendu à des forces financières
une nouvelle situation du monde où on est là pour faire du commerce, c'est pour ça qu'ils le suivent, mais il a aussi des lobbies derrière qui lui savonnent la planche, et je pense qu'il passe une bonne partie de son énergie à essayer d'éteindre les feux qui sont derrière. Et il ne peut pas tout faire en même temps. Il peut tout faire et il doit tout faire, mais pas tout faire en même temps. Il ne peut pas aujourd'hui gérer au niveau maximum et ses opposants à la paix en Ukraine et ses opposants à la paix en Palestine. Je ne pense pas qu'il le peut, parce qu'il multiplierait ses adversaires. Je pense, moi, qu'aujourd'hui, il laisse la bride sur le cou à Trump, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, et je vais juste dire ça, j'ai vu sur Internet, et je voudrais savoir si c'est vrai, qu'avant la conférence de presse qu'il a faite avec lui, puisque Netanyahou est le premier qui est arrivé en disant « Moi, je veux renégocier les accords, les droits de douane ». Il lui a dit « Écoute, arrête avec tout l'argent déjà qu'on te donne toute l'année, donc t'es gentil ». Mais il lui a dit ça. Mais il l'a pris à part avant et il lui a dit « Tu peux pas continuer à fuir les juges, il faut que tu fasses face et que tu répondes ». Premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas laisser les gens mourir comme ça. Les gens sur place ont le droit de vivre aussi. Parce que je pense qu'il y a cette histoire, ce scandale absolu des 15 humanitaires zigouillés. Donc, je pense que ce n'est pas juste un pur sioniste. Je pense que c'est un pragmatique. Évidemment, au départ, il est sioniste, mais il cherche des voies de sortie. Il ne peut pas tout faire en même temps. Je pense qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Et si, d'ici un mois ou deux, il s'est mis dans une situation où il va serrer la main de Poutine parce qu'il a réglé son problème, il sera beaucoup plus fort pour revenir et pour donner des leçons à Netanyahou ou à d'autres sur le dossier, plutôt que de prendre les deux choses en même temps. Je le vois plutôt comme ça, moi. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour... Ah, bah voilà, ça part dans tous les sens. Savoir si Dominique est d'accord. Les questions tombent un peu dans tous les sens, et le général de Lavarde, il va répondre, mais après le Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et bien voilà, vous êtes dans ce livre-journal de la résistance française. Vous êtes en compagnie du général de Lavarde, que nous aurons la chance d'avoir jusqu'à 19h30. Donc on va tout de suite lui rendre la parole. Fine Andrenne, l'analyste politique, qui est notre permanent du mercredi, et puis sur Géopolitique Profonde, et puis évidemment... Eh bien, notre cher François Martin, analyste politique, cofondateur du club Euleteria, du magazine, ou plutôt de la revue du Nouveau Conservateur, et auteur de 2 ouvrages qui ont fait date, que sont l'Ukraine, un basculement du monde, et puis Le temps des fractures. Les 2 ouvrages, si vous ne vous les êtes pas déjà procurés, chez l'éditeur Jean-Cyril Godefroy. Alors, il y a de plus en plus de questions qui s'accumulent. Je ne les pose pas pour l'instant, parce que je sais que nous sommes aussi, malgré 3 heures, vous vous rendez compte, on est quand même pris par le temps, alors que vous n'êtes que 4, et pour l'instant 3. Mais on voulait avoir la réaction du général de Lavarde à tout ce qui venait de se dire sur le plateau, mon général. Oui, ben moi, de manière très simple, je partage un peu l'avis de François Martin. On aurait été surpris, du contraire. C'est-à-dire que Trump a trop de fer au feu et il est obligé de les faire successivement. Et donc, il est obligé de lâcher la bride à Netanyahou d'abord parce qu'il a une dette à payer avec ceux qui ont sponsorisé son élection, en particulier avec Madame Adelson, qui doit être la veuve, si ma mémoire est bonne. Il paye sa dette, et il fait quelques gestes envers Israël, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi sioniste que ça et qu'il apprécie les massacres. Même si, dans son expression, il promet la fureur, le sang, etc. à tout le monde, il ne l'a jamais fait à l'époque de la Corée du Nord. Il faut se souvenir qu'il avait des déclarations aussi très va-t-en-guerre, très bellicistes, et que dans les faits, il n'a jamais mis ses menaces à exécution. Et pareil pour l'Iran. Absolument. Pour l'Iran, lors de son premier mandat, il avait été très, très sévère au début, et puis
et puis il a laissé. C'est pas un homme. Je ne suis pas sûr qu'il soit belliciste. Hein, donc là, je partage un peu l'avis de François Martin, et je ne suis pas sûr qu'il soit si sioniste qu'on le dit. Voilà. Il peut pas faire autrement que de faire en ce moment que de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que et je partage l'avis de François Martin quand il dit que quand il aura réglé le problème de l'Ukraine, c'est-à-dire encore plusieurs mois, il sera plus fort pour essayer de régler le problème de Gaza et de la Palestine. Et Mais par pour ailleurs, l'instant, pardon. oui. Par Oui, ailleurs, donc- si tu remarques, il y a deux éléments très importants. Ah bah Le là, premier, vous êtes pas c'est prêt de reprendre la parole, là, là. Poutine a lié véritablement le dossier de l'Ukraine avec le dossier de Gaza en disant si vous touchez à l'Iran, c'est la guerre mondiale. Il a fait une déclaration extrêmement ferme, c'est-à-dire ne touchez pas à l'Iran. Ça, c'est la première. Et l'autre remarque, c'est Vous en souvenez la plus. visite de Rubio, où il a dit non, mais l'OTAN, on aime l'OTAN, on veut bien l'OTAN. C'est-à-dire, on fera pas la paix en Ukraine sans vous, aux Européens. On aime l'OTAN, on veut que vous dépensiez, mais on ne va pas flanquer par terre l'OTAN. Donc, il y a aussi chez lui, d'une part, une limite qui est claire, parce qu'il n'ira pas bombarder contre l'avis de Poutine, sinon c'est fini. Et par ailleurs, une espèce de volonté de calmer aussi ses amis et de faire une espèce de pause. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors, avant Oui, de oui, répondre, totalement. hop. C'est pas encore François Martin qui fait les questions et les réponses, c'est encore moi le patron d'émission de ce livre au journal de la Résistance française. Et pourquoi je dis ça, c'est pas par autoritarisme personnel, mais parce que je vois les questions s'amonceler et que les gens sont pas d'accord avec vous, messieurs, en particulier François Martin. Malheureusement, Trump, qui avait promis et tenu sa promesse dès le premier mandat de ne pas suivre les néoconservateurs, c'est un auditeur, ni de faire du nation building, a clairement tourné sa position depuis sa réélection et soutient les atrocités sionistes, prépare les USA à la guerre contre la Chine et la Russie. Je suis profondément déçu, je me sens trahi. Bon, il ne parle pas par rapport à nous, chers amis, il parle uniquement par rapport à Trump, que les choses soient claires. Attendez, vous allez en avoir un tombereau là, et puis après vous allez avoir le temps de réagir. C'est ça l'intérêt de Radio Courtoisie. C'est la discorde, mais qui finit par l'intelligence et la meilleure compréhension des choses. Pousser l'OTAN à poursuivre, alors là c'est un auditeur, en soutenant le régime de Zelensky tout en faisant semblant de le lâcher, mais en continuant à l'alimenter en armes, c'est en fait à la fois ne pas endosser la défaite, là il prend pour son compte, Trump, et finir d'assujettir les pays d'Europe. La poursuite de l'engagement en Ukraine contre la Russie est un suicide pour les pays d'Europe, en premier pour la France. Ce suicide est mené par l'Union européenne, les Baltes, la Pologne, qui s'illusionnent sur son extension jusqu'à Odessa, dans le délire entretenu par les Anglais dans un schéma très classique de déclenchement des guerres en Europe. Le désarmement de l'Europe va se révéler inéluctable après la défaite du trio Macron, Van der Leyen, Merz, qui ne veut rien voir. Un autre, bonsoir, depuis le 7 octobre, de deux choses l'une, ou la reddition du Hamas, ou c'est son éradication. N'est-ce pas ainsi, avec une paix qui ne viendra qu'après, avec d'égales pressions internationales sur les deux parties? Ça, ils sont réalistes, nos auditeurs. Enfin, Trump aurait envoyé des navires... Je sais pas. Trump aurait envoyé des navires de guerre afin de reprendre le contrôle des ports aux deux extrémités du canal de Panama où de nombreuses sociétés chinoises sont implantées. Tout cela ressemble fort à l'agitation. Alors là, vous voyez, à nouveau, on le renvoie à son premier mandat avec des essais nucléaires et des missiles sur la Corée du Nord où finalement, il a sans doute sauvé la face aux États-Unis sans rien empêcher du développement militaire de la Corée du Nord. Sa technique semble bien de se vouloir totalement imprévisible selon le principe fondamental de la dissuasion. Enfin, je ne suis pas d'accord, moi, là-dessus. Mais ne se trompe-t-il pas sur la dimension de l'adversaire? Ne se trompe-t-il pas sur les adversaires? Le monde n'a-t-il pas changé? Fine Andren et ensuite, évidemment, nos duettistes, le général de Lavarde et François Martin. Donc, j'ai beaucoup aimé les commentaires des auditeurs. Moi, j'aimerais... Surpris du contraire. Surtout le premier, je pense que en fait, il ne faut pas se poser la question qu'est-ce que Trump pense au fond de son cœur quand il va se coucher toutes les nuits. Ça ne sert à rien. Il parle comme un sioniste, il agit comme un sioniste. D'ailleurs, François Martin a dit il est sioniste, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, le fameux livre de Waltz Mersheimer a été mentionné, pas par moi, par vous, général. Donc, je suis tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Il est sioniste
parce qu'il est obligé. Vous avez le lobby qui le tient par les... Voilà, et donc il est absolument obligé. Qu'il soit ou pas sioniste au fond de son cœur, à la rigueur, je m'en fiche et je suis incapable de juger. C'est pas ça la politique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'il est belliciste ou pas? Il suffit de dire qu'il vient d'attaquer le Yémen. Il vient d'attaquer le Yémen. Il vient de tweeter une photo où il y avait une... Tout de suite, là ça fait déjà plusieurs semaines oui, tous oui, les jours, il bombarde le Yémen. Mhm. Il y a des très bons journalistes sur place qui sont partis là-bas, notamment Pepe Escobar, qui rapporte qu'il y a que des cibles civiles qui ont été touchées, qui sont incapables de toucher les missiles qui sont enfouis et qui sont très mobiles. Et ça, on le savait déjà, parce qu'il y a eu plein de rapports, même publics, à ce sujet. Donc, on se demande que fait cette administration, à nouveau, cette incompétence qu'on retrouve dans tous les domaines, aussi bien dans le cas de la balance commerciale des tarifs et dans le cas de l'Ukraine. Il y a énormément d'incompétence, de manque de préparation, et on voit des crimes de guerre. Et vous vous rappelez que il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, Julian Assange est devenu mondialement connu quand il a publié la fameuse vidéo des journalistes tués par l'armée américaine sciemment. Ça fait le tour du monde, mais c'est Julian Assange qui a dévoilé cela par une source, ok? Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et maintenant, vous avez Trump lui-même qui tweet une photo il y a 2 jours de ce rassemblement de civils, d'hommes civils yéménites qui étaient en pleine procession de prière à la fin de l'Aïd. Il les a complètement détruits. Ça, vous pouvez le voir, c'est sorti il y a 2 jours. Et c'est lui-même qui l'a tweeté sur Truth Social. Et il s'en vantait. Nous éliminons tous les terroristes. Alors que ça a été très rapidement démontré par n'importe quel connaisseur du Moyen-Orient et surtout de la culture yéménite qu'il ne s'agissait aucunement de soldats ni de terroristes. Il s'agit tout simplement d'hommes qui fêtaient la fin du Ramadan. Donc il faut arrêter de dire il faut se mettre par rapport aux fêtes. Les fêtes sont là. Donc ensuite, est-ce qu'au fond de son cœur, il est ou pas belliciste? Mais à l'arrière, on s'en fout. Il est en train de bombarder un autre pays souverain. C'est ça la réalité. Ça me plaît, ces échanges. Alors, général de Lavarde, François Martin, ensuite. Oui, moi, je n'ai rien contre ce qui vient d'être dit. Les faits sont là, effectivement. Trump bombarde cette fois-ci un adversaire à sa taille, le Yémen. Non, mais il prend bien la précaution de ne pas bombarder l'Iran. Je rappelle que toutes les guerres faites par les États-Unis, elles sont répétées dans des exercices qu'on appelle des war games. Oui, Et contre l'Iran, il y en a eu plusieurs. Oui. Et il y en a eu notamment un en 2002, dans lesquels, avec les moyens de 2002, le général américain qui commandait la partie iranienne, qui s'appelait Van Ripper, a réussi, avec les moyens iraniens, à gagner la bataille, à gagner la guerre contre les États-Unis. Et a coulé 25 bateaux. Il a coulé 16 navires, dont un porte-avions, et les avions qu'il y avait à bord, et 20 000 hommes, en quelques heures. Et ça, avec les moyens dont disposait l'Iran en 2002. Depuis 2002, l'Iran a préparé sa guerre, une guerre asymétrique avec les États-Unis, et elle est prête à ce type de guerre. Et je pense que si par hasard les États-Unis s'amusaient à bombarder l'Iran, il aurait à le payer très cher. Oui. Je rappelle aussi que lors de son premier mandat, lorsque Soleimani a été assassiné, les Iraniens ont bombardé avec une très très grande précision à l'époque déjà une base américaine et que les Américains n'ont pas moufté. Donc, il faut. Les États-Unis aujourd'hui, se mettent à, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, à attaquer des faibles. Ils sont forts vis-à-vis du Yémen,
mais il serait beaucoup, beaucoup moins fort vis-à-vis de l'Iran. Et c'est pour ça que je suis assez serein. Il n'y aura pas, de mon avis, il n'y aura pas de guerre contre l'Iran qui serait suicidaire pour les États-Unis. Les États-Unis sont peut-être en mesure de gagner une guerre, hein, mais compte tenu du nombre de fronts sur lesquels ils sont engagés aujourd'hui, je veux parler de l'Ukraine, je veux parler de la mer de Chine, je veux parler du Moyen-Orient, hein, ils ne peuvent pas se permettre le luxe avec l'armée dans l'état où elle se trouve, parce que cette armée américaine n'a plus la puissance qu'elle avait en 1990. Cette armée américaine, elle a décliné fortement, hein, et elle n'arrive pas à recruter dans toutes les armées. Rien que l'armée de terre, normalement, elle devrait avoir 480 000 hommes. Elle compte, faute du recrutement suffisant, que 451 000 hommes aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à recruter les 50 000 hommes qu'il lui faut chaque année. Hein, c'est dire que l'armée de terre américaine n'est pas en mesure de s'engager partout. Hein, elle a 800 bases dans le monde et elle n'a que 451 000 hommes pour faire tourner tout ça en armée de terre. Donc, moi, je suis très, très serein. Il n'y aura pas de guerre contre l'Iran, hein, et je ne pense pas que Trump s'amuse à bombarder l'Iran. Je ne pense pas. Ah ben mon Voilà, général, d'accord. alors étant donné que évidemment votre rang et vos étoiles fait que malgré le fait qu'il soit dans le plateau, il n'ose pas vraiment vous interrompre, je vais me permettre de le faire et rendre la parole d'abord à Phine Andrène et ensuite à François Martin par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, je ne voulais pas vous interrompre, mais je suis d'accord avec vous. Le seul risque que je vois, c'est l'hubris et l'incompétence de l'administration. Oui. On sait le nombre d'erreurs qu'ils ont fait par le passé. Et on sait aussi que Netanyahou désire cette guerre depuis plus de 25 ans. Et donc, tout dépend ensuite de l'emprise qu'a le lobby et qu'a Netanyahou sur Trump et sur Washington. Donc ça, c'est clé. Et ensuite, vous parlez d'une invasion terrestre, mais il n'est pas question de cela. Il est question, dans les discussions, hein, très sérieusement, de décapiter le régime et de détruire toutes les bases soi-disant nucléaires d'enrichissement. Et maintenant, on parle de laisser, évidemment, de détruire aussi les systèmes antiaériens, ça va de soi le premier jour, mais ensuite, on parle aussi de laisser intacte toute l'industrie pétrolière que les Américains prendraient donc sous son aile pour priver la Chine de ressources. Donc, vous voyez, c'est un peu plus développé. Et donc, c'est pour ça que Scott Ritter, par exemple, et d'autres sont extrêmement inquiets. Mais je suis quand même d'accord avec vous que c'est quand même peu probable, mais il y a quand même des risques. François Martin. Je dirais qu'il y a des risques partout, il y a tout le temps des risques. Moi, j'y crois pas non plus. Je veux dire, Poutine a dit excessivement clairement que s'ils attaquent l'Iran, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus rien, on arrête tout. Trump perd tout. Et dans un an, il y est encore, et dans un an et demi, il y est encore, il perd les midterms, et c'est les démocrates qui reviennent au pouvoir. Il aura raté tout son coup. Tout son coup est basé sur une chose, c'est on va faire la paix partout et très vite. C'est pour ça que je pense qu'il n'ira pas allumer le feu en même temps qu'il a dit qu'il essayait de l'arrêter. Alors, il tape sur le Yémen parce que c'est une question d'ego, parce que le Yémen a touché un certain nombre de ses bateaux, mais on a même vu dans l'échange qui a fuité... d'une façon, je trouve, assez étonnante. Sur Signal. Ben oui, que par exemple... Gilles Yvan, ça n'a pas l'air d'être très non, en il accord dit, avec écoutez, ça. pourquoi on va faire ça pour faire plaisir aux Européens parce que ça ne nous concerne pas, donc n'allons pas nous mettre là-dedans. Et l'administration Biden, qui était beaucoup plus néocon que celle d'aujourd'hui, et donc beaucoup plus belliciste, elle n'y a pas été. Elle a dit tout de suite aussi à Netanyahou qu'elle n'irait pas. La seule chose qu'elle a fait, c'est d'accompagner en réponse à l'attaque iranienne avec les drones, la multiplication des drones. Ils ont eu donc cette attaque israélienne sur l'Iran. Et donc, on sait qu'il y avait les avions ravitailleurs américains. Donc, ils ont fait partie de cette attaque, mais cette attaque qui devait durer la journée, elle a duré 3 heures et ils sont revenus. Donc elle a été avortée selon Jacques Beau, elle n'a pas été plus loin.
Donc, ils font très attention avec l'Iran, très, très attention. Et ils ont raison. Alors maintenant, pour revenir à moi, je ne cherche pas à savoir si le cœur de Trump ou est passionniste. C'est pas ça qui est important. Vous ne sondez pas les cœurs et les reins. Mais il faut quand même, quand tu regardes les possibilités de conflit, il faut quand même que tu essayes de comprendre ce qu'il peut y avoir, comment fonctionne la tête du dirigeant. Si tu ne te poses pas cette question et si tu ne regardes pas les signes qui font que tu penses qu'il va agir de telle ou telle façon à cause d'un certain nombre d'éléments concrets, tu ne fais pas ton travail. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas de savoir si son cœur, qu'il est au départ sioniste, c'est clair, mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut agir d'une façon telle qu'il va permettre le grand Israël dans cette situation? Si en même temps, il fait la paix et qu'il fait avec l'Ukraine et la paix avec la Russie et la paix avec l'Iran, parce que s'ils arrêtent, ils vont faire la paix, quelle possibilité a-t-il et quel intérêt a-t-il à continuer à soutenir Netanyahou dans un système sans issue? Il l'a quand même engueulé, semble-t-il, en lui disant « mais va voir tes juges ». Et puis tu ne peux pas laisser les gens comme ça. Donc pour moi, la situation de Gaza est toujours une situation où il y a une bouteille dont le gaz monte, c'est pas un jeu de mots, et le bouchon de la bouteille s'appelle Netanyahou. Netanyahou, à un moment donné, va sauter. Et je rappelle juste 3 éléments concrets. Le premier, c'est que Tsahal n'est pas équipé pour gagner une guerre de rue, une guerre urbaine. Ils n'ont pas récupéré un seul otage vivant en 15 mois. Comment est-ce qu'ils récupéraient les 50 autres, les morts et les vivants, en un mois? J'y crois pas, ils l'ont jamais fait, donc ça c'est concret. La deuxième chose, c'est que j'avais lu un rapport excessivement intéressant, ça leur coûte 9 milliards d'euros tous les mois. Donc qui va payer les 100 milliards d'euros pour continuer encore la guerre pendant 1 an, pour aller chercher? Ça c'est concret. Au fur et à mesure qu'ils vont continuer à taper, ils vont tuer des otages, les familles des otages qui, eux, n'ont pas eu la chance d'avoir les otages récupérés, ils vont mettre un foin pas possible. Bon, ensuite, il y a les juges qui l'attrapent maintenant avec le Qatargate, c'est quand même sérieux. Il y a tout ça. Et dernier élément, il y a, je rappelle, l'épée de Damoclès énorme de l'Arabie Saoudite qui a dit « s'il n'y a pas l'État palestinien, je m'en vais chez les BRICS ». Donc ça, c'est quand même des éléments. Moi, je suis Trump, je vois tout ça. Je me dis, attends, le grand Israël, c'est pas si simple. Hein, donc voilà. Merci François Martin. Alors, Fine Andrène, une réaction, et puis on laissera le général de Lavarde conclure cette première partie d'émission. Oui, juste pour dire que je suis grosso modo en ligne avec François Martin, même si je pense que Trump est quand même... il ne montre rien, ni dans ses mots, ni dans ses actions, qu'il souhaite régler le conflit. Donc dire il agit maintenant comme ceci, il parle comme ceci maintenant, pour ensuite régler le conflit, je ne peux pas tirer cette conclusion moi-même. Mais en ce qui concerne les otages, il faut vraiment bien comprendre que la politique du régime sioniste n'a jamais été de récupérer les otages. Ce n'est jamais la priorité, ça n'a jamais été la priorité. Il y a la fameuse doctrine Hannibal, qui existait même le 7 octobre 2023, qui est en cours, c'est-à-dire l'objectif militaire, l'annihilation de Hamas, c'est plus important que n'importe quelle vie d'un otage. Ça, c'est la réalité, puisque d'ailleurs, les Israéliens ont déjà tué à bout portant plusieurs otages qui sont sortis avec des drapeaux blancs en plus. Donc ça, c'est clair et net. Il n'est pas question de sauver quelque otage que ce soit. Si on peut les sauver et accomplir la mission, tant mieux. Mais l'objectif, ce n'est clairement pas les otages. Eh bien, dites donc. Moi, j'imagine le conducteur qui est dans les bouchons d'Anne Hidalgo, qui n'écoute que BFM et CNews, et puis qui tombe sur 95.6 Radio Courtoisie. Mais il dit, mais de quoi parle-t-il? Mais avant de faire réagir et conclure cette première partie, le général de Lavarde, cet auditeur qui, lui, n'a rien perdu du fil de
la discussion et on l'en félicite. Le problème de Poutine, c'est la sécurité des villes de Russie occidentale qui sont sous la menace de missiles avec un délai d'alerte de quelques minutes au maximum, voire de moins d'une minute. Il lui faut donc récupérer l'ensemble de l'Ukraine, sur laquelle la Russie a des droits historiques très clairs en dépit de la propagande occidentale, et obtenir au moins la démilitarisation de la bordure ouest, de la Baltique à la mer Noire, de cette initiative des trois mers que Trump a soutenue en 2016, créée par la Pologne et les services anglais. D'où le problème de Trump, de ne pas perdre la face. C'est aussi le problème de Poutine, finir la guerre avant que Trump perde la face, sans mettre en danger ni ses soldats, ni son économie. Pas simple, général de Lavarde. C'est remarquable. C'est vrai. Cette question. Non, mais l'auditeur a tout compris. Hein. Oui, C'est exactement ça. C'est le problème de Poutine et de Trump. Hein. Mais je pense que le plus avisé des deux, hein, et le plus expérimenté, parce qu'il a 20 ans de pouvoir et qui connaît tous les ressorts des Occidentaux, hein, c'est Poutine. Hein. L'équipe de Poutine, aujourd'hui, l'équipe qui est au pouvoir en Russie, est une équipe qui va mener à bien son projet. Je pense, moi, que Noël prochain verra, je pense que ce sera un Noël de paix, hein, donc que la guerre ne durera guère plus que, ou en tout cas pas 8 mois de plus. Hein. Je pense que la Russie ira probablement, ou alors je comprends mal, mais récupérera Odessa. Parce que si elle veut vraiment neutraliser l'Ukraine une bonne fois pour toutes, la priver d'Odessa et la priver donc de déboucher sur la mer Noire, c'est ce qu'elle peut faire de mieux, hein, et s'assurer par là même le contrôle d'une très très large part de la zone maritime de la mer Noire. Hein, donc je pense qu'il ira jusqu'à Odessa et jusqu'à la Transnistrie. Hein, mais que tout ça, c'est une affaire de temps, hein, et que c'est en cours. En ce moment, une offensive a lieu, hein, une offensive russe est en train de se développer. Je pense qu'elle va bousculer les Ukrainiens à peu près sur la totalité des lignes de front et qu'on verra plus clair à la fin de l'été, au début de l'automne. Hein, mais je vois mal la paix se faire dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent, mais je vois la paix quand même avant Noël, hein, en Ukraine, et cette paix se fera, de mon point de vue, aux conditions de la Russie. C'est Poutine qui aura le dernier mot parce qu'il l'aura gagné, il aura gagné la guerre, et que cette guerre aura probablement des conséquences désastreuses pour l'OTAN, et pour l'unité de l'OTAN et pour l'unité de l'Union européenne. L'Union européenne va payer les pots cassés de cette défaite, hein, beaucoup plus que les États-Unis. Voilà comment je vois l'affaire se terminer en fin d'année. Et juste pour la fin de cette première partie, vous restez, si vous avez le temps, avec nous, Général de Lavarde, et sinon, on vous souhaite une excellente soirée, et de toute façon, nous ne serons pas sans vous retrouver rapidement sur nos différents formats, que ce soit évidemment sur Radio Courtoisie, dans les libres journaux de Géopolitique Profonde, par exemple, mais aussi évidemment dans les matinales de Géopolitique Profonde, ou sur les plateaux le soir, où vous êtes un analyste particulièrement prisé de nos internautes, et j'espère de plus en plus par les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc nous allons, et je me retourne vers Virginie, faire la petite pause technique avant d'engager résolument la seconde partie de cette émission.